Bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur un sujet bien omniprésent, l'intelligence artificielle. On a pas mal de documents, de notes. L'objectif, c'est d'y voir plus clair des débuts jusqu'à maintenant. Oui, parce que ça évolue à une vitesse folle. Exactement. Alors, pour commencer, simple. L'IA, c'est quoi au juste, fondamentalement? L'idée de base, c'est de créer des machines qui font des choses qui demandent de l'intelligence humaine, normalement. Penser, apprendre, décider. D'accord. Et c'est une notion qui bouge tout le temps, non? Ce qui était de l'IA hier. C'est ça. C'est l'effet IA. Souvent, une fois qu'on maîtrise une technologie, on ne la considère plus vraiment comme de l'IA. Ça devient juste un logiciel avancé, quoi. Intéressant. Et le terme lui-même, intelligence artificielle. Ah, ça date de 1955, choisi par John McCarthy avant le fameux atelier de Dartmouth en 56. L'idée de départ, la conjecture, c'était que toute intelligence, ou du moins ses aspects, pouvait être décrite si précisément qu'une machine pourrait la simuler. Une sacrée ambition, hein. Et on fait souvent une distinction importante, c'est ça, entre IA faible et forte. Tout à fait. L'IA faible, c'est celle qu'on a partout. Très bonne pour une tâche précise. Reconnaître des images, traduire. Et puis il y a l'IA forte ou générale. L'AGI, celle qui serait capable de raisonner comme un humain sur n'importe quoi. Voilà, Mais ça, ça reste encore très théorique, hein. très loin. Même si l'idée n'est pas si neuve finalement. On trouve des traces bien avant. Ah oui, on peut remonter à des philosophes comme Lull, Descartes, même aux automates de Vaucanson au XVIIIe siècle. Mais les bases modernes, disons, c'est plutôt Turing avec son test, le test de Turing, oui, pour voir si on peut distinguer une machine d'un humain. Exactement. Et McCulloch et Pitts qui ont modélisé le premier neurone artificiel. C'était les débuts, les fondations. Et après Dartmouth, donc, comment ça a pris forme concrètement? Deux grandes écoles au début, si j'ai bien compris. Oui, en gros. D'un côté, l'IA symbolique, qu'on appelle parfois GOFAI, Good Old-Fashioned AI. Elle misait sur la logique, les règles, la manipulation de symboles. C'était l'époque des systèmes experts. C'est ça, comme Mason par exemple, pour aider au diagnostic médical. C'était prometteur, mais ça s'est heurté à des limites, la complexité des problèmes réels. L'explosion combinatoire, c'est mentionné, voilà. Et une certaine fragilité, si un élément n'était pas prévu, le système pouvait échouer. Et l'autre approche. Le connexionnisme, oui, qui explorait les réseaux de neurones artificiels, comme le perceptron de Rosenblatt. Mais là aussi, il y a eu un coup de froid. À cause de Minsky et pas peur. Exactement. Ils ont publié un livre qui montrait les limites du perceptron simple, notamment son incapacité à résoudre des problèmes logiques de base comme le OU exclusif, le XOR. Ça a pas mal freiné la recherche dans cette voie pendant un temps. Et ces difficultés, ajoutées à des promesses peut-être un peu trop grandes au départ. Mais oui, ça a mené à ce qu'on appelle les hivers de l'IA, des périodes où l'enthousiasme retombait, les financements aussi. Des rapports critiques comme celui de l'ITIL au Royaume-Uni ont joué un rôle. Mais il y a quand même eu des moments marquants. 1997 par exemple. Ah oui, Deep Blue, la victoire de l'ordinateur d'IBM contre Garry Kasparov aux échecs. Un choc à l'époque. Absolument. Même si ce n'était pas une IA pensante au sens fort, ça a montré la puissance brute du calcul. Une machine hyper spécialisée pouvait battre le meilleur humain dans un domaine complexe. Ça a validé le potentiel de l'IA faible, en quelque sorte. Et puis, plus récemment, au début des années 2000 et surtout 2010, tout s'emballe. Une convergence de facteurs, c'est ça? Tout à fait. C'est vraiment la rencontre de trois éléments clés. Premièrement, des quantités énormes de données disponibles, Le big data. indispensables pour entraîner les modèles. Exactement. Deuxièmement, une puissance de calcul qui explose, en particulier grâce aux GPU, les processeurs graphiques. Venu du jeu vidéo à la base. Voilà. Et troisièmement, des progrès dans les algorithmes eux-mêmes. C'est ce cocktail qui a permis l'essor de l'apprentissage profond, le deep learning, avec un moment clé souvent cité, 2012, AlexNet. Oui, AlexNet, pour la reconnaissance d'images. Ça a vraiment marqué un tournant. La grande différence avec les méthodes d'avant, c'est que le deep learning apprend lui-même les caractéristiques importantes à partir des données. On n'a plus besoin de lui dire cherche des bords, puis des formes simples, puis il découvre les patterns tout seul, en quelque sorte. C'est ça. Et puis, autre évolution en 2017, l'architecture transformer Ah oui, attention les all you need. Pourquoi c'était si important? par rapport aux autres.
Et surtout, ça a permis de traiter les données en parallèle, donc d'entraîner des modèles beaucoup plus gros et plus vite. La base des fameux LLM, les grands modèles de langage. Exactement. BERT, GPT et bien sûr ChatGPT, qui a vraiment popularisé tout ça auprès du grand public en 2022. Et de là découle aussi toute l'IA générative. DALL-E, Midjourney pour les images, Sora pour la vidéo, des capacités assez stupéfiantes. Oui, la création de contenu textuel, visuel, de code, c'est une démocratisation assez incroyable de ces outils. Alors, si on regarde aujourd'hui, en 2024-2025, où en est-on? Les progrès continuent, constamment. On voit l'IA devenir multimodale. Elle comprend et génère à la fois du texte, des images, du son. La vision par ordinateur continue de progresser pour la génération, mais aussi pour l'analyse, y compris sur des appareils plus petits, le edge computing. Et on parle aussi d'IA agentique. Oui, des IA capables de planifier et d'exécuter des séries d'actions pour atteindre un objectif. C'est un domaine qui avance très vite et les applications concrètes se multiplient partout. Dans la santé, la finance. Oui, aide au diagnostic, détection de fraude, optimisation de la maintenance dans l'industrie, voitures autonomes, la liste est longue. Et économiquement, c'est un raz de marée. Les prévisions parlent d'un marché qui pourrait atteindre près de 1,8 billion de dollars d'ici 2030. C'est énorme. Impressionnant. Mais cette puissance soulève aussi, et les documents insistent là-dessus, des défis majeurs. L'éthique, par exemple. Ah oui, c'est crucial. Les biais algorithmiques d'abord. Si les données d'entraînement sont biaisées, l'IA reproduit, voire amplifie, ces biais. On a vu des exemples en reconnaissance faciale, par exemple, moins performantes sur certains groupes. Ce qui peut mener à des discriminations. Et il y a aussi la question de la boîte noire. Exactement. L'explicabilité, ou XAI. Comment comprendre pourquoi une IA prend telle ou telle décision? C'est essentiel pour la confiance, pour vérifier qu'elle fonctionne correctement, pour corriger les erreurs ou les biais. D'autres défis mentionnés? Oui, l'impact environnemental. L'entraînement de ces très grands modèles consomme énormément d'énergie. C'est un vrai sujet. La désinformation aussi, avec les deepfakes de plus en plus réalistes. Difficile de distinguer le vrai du faux. Voilà. Et bien sûr, l'impact sur le travail, l'automatisation de certaines tâches, mais aussi la création de nouveaux métiers, le besoin de nouvelles compétences. Face à tout ça, la question de la régulation se pose. On voit différentes approches dans le monde. Oui, ça bouge. L'Union européenne a son AI Act, une approche basée sur le niveau de risque des applications. Certains usages sont interdits, d'autres très encadrés. Comme la notation sociale ou la manipulation comportementale. Exactement. Les États-Unis ont une approche peut-être plus fragmentée pour l'instant, plus par sectaire. La Chine, elle, met en place ses propres règles, souvent avec un accent fort sur le contrôle et la stabilité. Et on parle de l'effet Bruxelles. Elles, parce qu'elles sont assez strictes, pourraient devenir un standard de fait pour les entreprises qui veulent opérer sur le marché européen et donc influencer les pratiques mondiales. Mais le grand défi, c'est de trouver le bon équilibre. Entre ne pas freiner l'innovation qui va très vite et mettre en place des garde-fous nécessaires. C'est tout le dilemme. La technologie avance beaucoup plus vite que la réglementation, forcément. Ce qui nous amène peut-être à une dernière pensée, une question un peu ouverte qui ressort de tout ça. Cette quête de l'IA générale, la GI, est-ce que c'est vraiment l'horizon inévitable ou est-ce que ça reste un peu un mythe? C'est la grande question. Certains pensent qu'on y arrivera, d'autres sont plus sceptiques sur la possibilité même d'une conscience artificielle. Et au-delà de la technique pure, la vraie question soulevée finalement, c'est comment on s'assure tous ensemble que cette IA qu'on construit, eh bien, qu'elle nous aide vraiment, qu'elle amplifie le potentiel humain sans abîmer ce qui fait de nous des humains, nos valeurs, notre société. Exactement. La responsabilité nous incombe dès maintenant, en fait. Ce n'est pas juste une question technique, c'est une question de société profonde. Une réflexion à poursuivre assurément. Merci pour cet éclairage.